D'accord? Donc, comment ça marche? On a une famille de vecteurs grand F. On construit l'espace vectoriel engendré par F, c'est-à-dire c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de F. Donc ça donne un espace vectoriel, d'accord? Et si cet espace vectoriel, donc on note F ici, est égal à l'espace vectoriel ambiant, c'est-à-dire E, hein, dans lequel la famille F était choisie, eh bien on dit que la famille, à ce moment-là, grand F est génératrice de E. Voilà, on avait vu quelques exemples. Je reprends un exemple parmi d'autres. Hein, l'espace vectoriel engendré par le polynôme 1, le polynôme x et le polynôme x2, autrement dit, toutes les combinaisons linéaires de ces trois polynômes de base, va me donner évidemment l'espace vectoriel des polynômes de degré au plus 2. Donc, cette famille ici est génératrice de R2 de X. Alors, il y a une autre notion importante sur les familles de vecteurs, c'est la notion de famille libre. Donc, on part de la même chose, une famille finie ici de vecteurs d'un espace vectoriel E, et on va dire que la famille est libre si la seule combinaison linéaire de vecteurs de la famille F qui donne le vecteur nul, c'est la combinaison linéaire triviale, c'est-à-dire celle où tous les coefficients sont nuls. D'accord? Autrement dit, la seule manière de combiner les vecteurs de la famille F par combinaison linéaire, c'est-à-dire en les multipliant par des coefficients réels et en les ajoutant, si la seule manière d'obtenir le vecteur nul en faisant ça, c'est de mettre tous les coefficients à 0, alors on dit que la famille est libre. Une autre terminologie strictement équivalente, on dit aussi que les vecteurs UI, les vecteurs de la famille ici, sont linéairement indépendants. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que en fait, il n'y a pas. Vous voyez ici, si j'obtiens ici le vecteur nul comme combinaison linéaire de ces vecteurs, et si je suppose que par exemple le coefficient de UN est non nul, ça veut dire que je peux faire passer alpha n UN de l'autre côté, d'accord, avec un signe moins. Et si je divise ensuite par moins alpha n, je vais avoir UN égale moins 1 sur alpha n fois une combinaison linéaire des autres. D'accord? C'est pour ça qu'à ce moment-là, on dit qu'ils ne sont pas indépendants, puisque je peux exprimer UN en fonction des autres vecteurs, comme une combinaison linéaire des autres vecteurs. Voilà. Si la famille est libre, évidemment, je ne peux pas faire ça, puisqu'à ce moment-là, à partir du moment où j'ai cette égalité, ça veut dire que tous les coefficients sont nuls, donc en particulier ce alpha n aussi, et je ne peux pas donc faire passer alpha n UN à droite et diviser ensuite par alpha n, puisque alpha n est nul. Voilà, alors le contraire d'être une famille libre, c'est une famille liée. Donc une famille liée, c'est une famille dans laquelle il y aura des relations de dépendance linéaire, c'est-à-dire je peux trouver une combinaison linéaire des vecteurs de la famille. Alors ça peut être de tous ou certains, hein, il peut y avoir certains coefficients nuls ici, mais pas tous, qui me donnent, dans le cas d'une famille liée, donc le vecteur nul. Alors on va tout de suite traiter des exemples. Voici 3 vecteurs de l'espace vectoriel R4. Cette famille, je prétends qu'elle est libre. Alors, comment je fais pour vérifier ça? Eh bien, je pars de la définition ici. D'accord? Donc, je suppose plus exactement que j'ai une combinaison linéaire des vecteurs de la famille qui vaut le vecteur nul. Et si j'arrive à démontrer à partir de ça que nécessairement tous les coefficients sont nuls, j'aurai montré que la famille est libre. Donc, allons-y. Je suppose l'existence donc de 3 réels, hein, puisque j'ai que 3 vecteurs ici, 3 réels alpha, bêta, gamma, tels que alpha U plus bêta V plus gamma W égale le vecteur nul. Alors, bien, je vais pouvoir évidemment écrire le fait que le vecteur à gauche est égal au vecteur à droite, je vais pouvoir l'écrire composante par composante. Le vecteur de droite, évidemment, c'est le vecteur nul, donc toutes ces composantes sont nulles. C'est 4 composantes, hein, puisque je suis dans R4. Le vecteur de gauche, d'accord, eh bien, je peux écrire ces 4 composantes. Sa première composante, ça va être alpha fois la première composante de U, plus bêta fois la première composante de V, qui vaut 0 d'ailleurs, plus gamma fois la première composante de W.
Donc, ça me donne 2 alpha, 2 fois alpha, plus 0 fois bêta, donc il n'y a pas de bêta, plus 5 fois gamma égale la première composante du vecteur nul, c'est-à-dire 0. Voilà, ce que j'ai fait pour la première composante, évidemment, je peux le faire pour les 3 autres. Donc, je vais obtenir pour la deuxième composante, alors je n'ai pas de alpha puisque j'ai un 0 ici, moins bêta, pardon, moins de gamma égale 0. Pour la troisième composante, 3 alpha, il n'y a pas de bêta, il n'y a pas de gamma. 3 alpha égale 0. Pour la quatrième composante, je ne vais même pas l'écrire parce que 0, 0, 0. Donc la quatrième composante, ça s'écrit 0 égale 0, ce qui n'est pas une équation très intéressante. J'ai donc ces 3 équations qui doivent être satisfaites par alpha, bêta, gamma à partir du moment où j'ai cette équation. Je résous ce système. Alors c'est très simple. Comme j'ai 3 alpha égale 0, nécessairement alpha égale 0. Mais comme alpha égale 0, nécessairement gamma égale 0. Hein, 5 gamma égale 0, donc gamma égale 0. Et si gamma égale 0, nécessairement bêta égale 0. Donc alpha, bêta et gamma sont tous les 3 nuls. J'ai exactement démontré que la seule combinaison linéaire de U, V, W qui me donnait le vecteur nul, c'était celle où les 3 coefficients alpha, bêta, gamma étaient nuls, c'est-à-dire la combinaison linéaire trivialement nulle. Donc, je viens de démontrer que la famille UVW est une famille libre. Monsieur, Oui. si on avait quelque chose d'autre que 0, ça aurait été une famille liée, c'est ça? Alors, quelque chose d'autre que 0, où ça? Au résultat. Alors, on va voir des cas où on trouve des familles liées. Vous avez, en fait, alpha, bêta, gamma égale 0, c'est toujours une solution. D'accord? Mais si ce n'est pas la seule solution, à ce moment-là, vous allez avoir une famille liée. Donc, en fait, vous allez voir que vous obtenez une famille liée quand ici, à la fin, il y a une des variables, par exemple, qui reste libre, qui n'est pas contrainte. D'accord? Donc, si on avait obtenu ici comme équivalent à ce système alpha égale 0, bêta égale 0 et gamma quelconque, d'accord? Et bien à ce moment-là, on en aurait déduit que la famille était liée. Ça serait arrivé, par exemple, si à la place du 5 ici et du moins 2, j'avais eu des zéros. D'accord? Donc, si W ici était le vecteur nul, bon, à ce moment-là, j'ai clairement une famille liée. Une famille qui contient le vecteur nul est toujours une famille liée, puisque évidemment, je peux toujours écrire une combinaison linéaire non triviale qui donne le vecteur nul en mettant un seul coefficient 1 sur le vecteur nul. On va y revenir, on va voir des exemples. Deuxième exemple avec des polynômes. Donc je prends encore une famille de 3 vecteurs. Donc attention, je suis dans un espace maintenant de polynômes, plus exactement l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc ça se note R2 de X. Et je considère les 3 polynômes suivants, x2, x fois x-1, x-1 carré. Cette famille, là encore, est une famille libre. Pourquoi? On va le démontrer. On va considérer 3 réels alpha, bêta, gamma, tels que alpha U plus bêta V plus gamma W égale 0. Alors, oui, il y a un x ici, mais oubliez le x, hein, j'avais simplifié, mais j'ai oublié de simplifier partout. Donc U, V, W, évidemment, sont des polynômes, d'accord? Donc, cette égalité entre vecteurs signifie en fait une égalité entre polynômes. Le polynôme alpha U plus bêta V plus gamma W, il est là. Alpha x2 plus bêta xx-1 plus gamma x-1 carré. Et ça donne, par hypothèse, le vecteur nul, c'est-à-dire le polynôme nul. Que l'on note aussi 0, évidemment. Maintenant, je me pose la question de trouver tous les réels alpha, bêta, gamma pour lesquels ceci est vrai. Alors, je pourrais développer, mais comme ici j'ai des polynômes, en fait, je peux faire quelque chose de plus simple. Je vais pouvoir simplement particulariser cette équation en choisissant des valeurs de x pour lesquelles ça va me donner des équations simples. C'est souvent ce qu'on va faire avec des polynômes, plutôt que de développer et d'identifier le coefficient constant, le coefficient de x, le coefficient de x2. Alors, j'évalue le polynôme de gauche et le polynôme de droite en 0. Donc évidemment, à droite, hein, quel que soit le point où j'évalue, j'aurai tout le temps 0, puisque c'est le polynôme nul.
À gauche, en x égale 0, ça fait 0, ça fait 0, et ça fait 1. Donc il va me rester gamma. Donc gamma égale 0. Si j'évalue maintenant de chaque côté en 1, donc à droite, ça fait toujours 0. Pour x égale 1, ça fait alpha, ça fait 0, ça fait 0. Donc ça fait alpha égale 0. Je vais rajouter une équation pour faire intervenir bêta. Je vais évaluer par exemple en 2. Donc à droite, ça fait toujours 0, hein, le polynôme nul. Et à gauche, alpha fois 2 au carré, donc 4 alpha, plus bêta fois 2 moins 1, donc 2 bêta, plus gamma fois 2 moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. 4 alpha plus 2 bêta plus gamma égale 0. Quels sont les réels alpha, bêta, gamma qui vérifient ce système linéaire? Eh bien, il n'y a qu'un seul triplet solution, c'est alpha égale 0, évidemment, gamma égale 0, et comme alpha et bêta, gamma sont nuls, bêta est aussi nécessairement nul. Conclusion, la seule solution, c'est la solution triviale, donc la famille est libre. Monsieur, ça ne donne rien si on fait le delta? Le delta, c'est-à-dire, vous voulez dire le discriminant? Aucun rapport avec... Attention, hein, on ne cherche pas... C'est pas parce que vous voyez ici quelque chose qui ressemble à une équation du second degré que c'est une équation du second degré. Ici, c'est une égalité entre deux polynômes. On ne cherche pas du tout x pour lequel, par hasard, cette quantité-là pourrait être le réel nul. On cherche alpha, bêta, gamma pour lequel le polynôme de gauche est égal au polynôme nul. D'accord? Ça n'a rien à voir. OK? Oui, il y a une autre question? Oui, monsieur, est-ce que vous pouvez réexpliquer la famille générateur, s'il vous plaît? Je n'ai pas compris. Alors non, le générateur, j'ai expliqué la dernière fois et je viens de réexpliquer au début. Donc si vous êtes arrivé en retard, je suis désolé, mais je ne vais pas revenir un quart d'heure en arrière pour vous. D'accord? Donc voilà, replongez-vous dedans. Mais j'ai fait un récapitulatif au début exprès, donc je ne peux pas m'interrompre sans arrêt pour revenir en arrière. D'accord? Par contre, s'il y a un souci avec la notion de famille libre, je veux bien réexpliquer des détails. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la notion de famille libre? On va continuer les exemples. Hein. Alors, voici un autre exemple dans lequel on va avoir une famille liée. Donc, je me place cette fois-ci dans l'espace vectoriel R2 et je considère trois vecteurs, toujours UVW, dont voici les coordonnées donc dans R2. Je vais montrer que la famille est liée. Là, en fait, tous les calculs que j'ai faits jusqu'à présent, je n'ai pas besoin de savoir à l'avance si la famille est libre ou liée. D'accord? Et ici, je vais supposer de la même manière que je ne sais pas si la famille est libre ou liée. Après, on verra que quand on a trois vecteurs dans R2, la famille est nécessairement liée. D'accord? Ça sera lié à la dimension de R2, mais n'anticipons pas. Donc, pour l'instant, j'applique la définition d'une famille libre et je regarde si elle est satisfaite ou pas. Si elle n'est pas satisfaite, la famille est liée. Si elle est satisfaite, la famille est liée. Donc, je considère une combinaison linéaire des trois vecteurs, UVW, qui me donne le vecteur nul et je cherche toutes les solutions alpha, bêta, gamma pour lesquelles ça fonctionne. Donc, on y va. J'ai deux composantes pour chacun de ces deux vecteurs. Hein, le vecteur ici de la combinaison linéaire et le vecteur nul, puisque je suis dans R2. Première composante, alpha fois la première composante de U, c'est-à-dire 1, plus bêta fois la première composante de V, c'est-à-dire 1 aussi, plus gamma fois la première composante de W, c'est-à-dire 1 aussi. Donc, ça me donne alpha plus bêta plus 2 gamma égale 0. Si je fais la même chose pour la deuxième composante, en identifiant, à droite, évidemment, j'ai 0, et à gauche, moins alpha plus 3 bêta plus 5 gamma égale 0. J'ai maintenant un système de deux équations à trois inconnus. Comme vous le savez sûrement déjà, un tel système, eh bien, il va avoir en général une infinité de solutions. Et effectivement, ici, je peux tout à fait extraire des solutions qui ne sont pas la solution triviale nulle, hein, où les trois sont nuls. Par exemple, je prends gamma égale 1, d'accord? Je décide arbitrairement de prendre gamma égale 1, parce que je prends
prends pas gamma égale 0, évidemment. Hein. Si je prends gamma égale 0, je vais tomber sur alpha égale bêta égale 0, donc ça ne sera pas très intéressant. Je prends gamma égale 1 et je montre qu'à ce moment-là, il y a des alpha et des bêta qui vont convenir. D'accord ? Alors, si je prends gamma égale 1, qu'est-ce qui se passe ? Je peux par exemple faire la somme des deux équations pour simplifier, puisque à ce moment-là, les alphas s'en vont, et il me reste 3 bêta plus 3 bêta, c'est-à-dire 4 bêta plus 7 gamma, c'est-à-dire plus 7, égale 0. D'accord ? 4 bêta plus 7 égale 0. Autrement dit, bêta égale moins 7 quarts. Puis si j'ai bêta égale moins 7 quarts, d'accord, comme alpha plus bêta plus 2 gamma est nul, ça veut dire que alpha, c'est moins 2 gamma, c'est-à-dire moins 8 quarts, plus bêta, c'est-à-dire moins 7 quarts, pardon, moins bêta, c'est-à-dire plus 7 quarts, donc moins 8 quarts plus 7 quarts, ça fait moins 1 quart. Donc j'ai trouvé ici un triplet, il n'y a pas que celui-là, hein, il y en a une infinité, un triplet alpha, bêta, gamma, non trivial, hein, c'est-à-dire les trois ne sont pas tous les trois nuls, il n'y en a même aucun nul, mais ça, ce n'est pas important. L'important, c'est qu'ils ne soient pas tous les trois nuls, qui est solution, c'est-à-dire qui va me donner une combinaison linéaire ici des trois vecteurs, qui n'est pas triviale et pourtant qui donne le vecteur nul. Donc, la famille est liée. Est-ce qu'il y a des questions ? Dans l'idéal, il faut choisir une valeur arbitraire qui nous permette d'enlever une variable, quoi, plus ou moins. Voilà, exactement. En fait, quand vous allez avoir une famille liée, vous allez toujours tomber ici sur un système, en gros, qui a moins d'équations que d'inconnus. D'accord ? Et donc, alors soit, en fait, le système, si vous voulez, il a toujours au moins 0, enfin, quand tous les coefficients sont nuls, évidemment, c'est solution. Donc, du coup, si vous avez plus d'inconnus que d'équations, eh bien, vous pouvez choisir arbitrairement les valeurs de certaines inconnues. Alors, vous le faites le plus simplement possible, hein, vous prenez des valeurs. Bon, là, j'ai pris 1, j'aurais pu prendre 4, ça aurait été un peu plus simple pour les calculs, je n'aurais pas eu de quart ensuite. Donc, si j'avais pris 4, ici, j'aurais trouvé moins 1 pour alpha et moins 7 pour bêta. Hein, c'est un peu plus facile, moins 1, moins 7, ça fait moins 8, plus 2 fois 4, 8, ça fait bien 0. Voilà. Bon. Ce n'est pas très important, hein, l'important, c'est d'exhiber une solution. Monsieur ? Oui. Du coup, si j'ai bien compris, là, par exemple, là, on a pris alpha égale à moins 1 quart. Du coup, il faut additionner les deux lignes. Du coup, l'alpha, il part. Oui, mais je n'ai pas choisi alpha égale moins 1 quart. J'ai trouvé alpha égale moins 1 quart. En fait, si vous voulez, je peux le faire comme ça. Je vais vous le faire directement. En le suivant. Je vais retrouver juste... Voilà, je retrouve juste les vecteurs. Hein. Donc j'étais tombé sur le système. Alpha plus bêta plus 2 gamma égale 0. Moins alpha plus 3 bêta plus 5 gamma égale 0. D'accord ? Donc là, à partir du moment où je vois que j'ai plus d'inconnus que d'équations, je sais que ça va être une famille libre. D'accord ? Donc pour le justifier, j'ai juste à exhiber un exemple de triplet ici alpha, bêta, gamma, pour lequel ce système est vérifié, évidemment avec les trois composantes qui ne sont pas toutes les trois nuls. Alors là, j'ai deux solutions. Soit je prends, donc je dis prenons gamma égale 1, d'accord, et à ce moment-là, j'obtiens alpha plus bêta égale moins 2, d'accord, et moins alpha plus 3 bêta égale moins 5. Bon, normalement, un système, des équations à deux inconnus, vous savez résoudre, ça revient à calculer l'intersection de deux droites dans le plan. Hein, donc ça, vous avez dû largement le pratiquer dans votre scolarité. Donc, deux manières. Hein, soit on raisonne par substitution, d'accord, c'est-à-dire je remplace, donc j'écris que alpha, c'est moins 2, moins bêta, et je remplace dans la deuxième. Donc, ça fait moins 2, moins bêta, plus 3 bêta égale moins 5, et puis j'en déduis ce qu'il faut, hein, alpha égale quelque chose, bêta égale quelque chose. Donc la deuxième me donne bêta, et la première ensuite me donne alpha, soit, donc ça c'est la méthode 1, par substitution, hein, puisque j'exprime une variable en fonction de l'autre et je remplace. Deuxième méthode,
par combinaison. Donc là, j'essaie d'une combinaison de deux équations qui me permet d'isoler une seule inconnue. Donc ici, par exemple, je peux garder la première et je remplace la deuxième par la somme des deux. Donc ça fait 0 alpha ici et 4 bêta égale moins 7. C'est souvent un peu plus rapide de faire comme ça. On reviendra dessus, puisqu'on va parler dans le chapitre sur les matrices de la résolution de systèmes linéaires, pas seulement dans le cas de deux équations, deux inconnues, mais dans le cas plus général. Et donc ici, ça va un peu plus vite, puisque ça fait directement bêta égale moins 7 quarts, et du coup, alpha égale moins 2 plus 7 quarts, égale donc moins 1 quart. Bon, alors ce que j'ai fait ici pour gamma égale 1, j'aurais pu garder gamma quelconque, mais c'est plutôt plus compliqué, d'accord? Mais je peux aussi évidemment écrire alpha plus bêta égale moins 2 gamma, moins alpha plus 3 bêta égale 5 gamma, d'accord? Et du coup, je fais comme si gamma était connu et je résous, d'accord? Donc je garde la première équation, je fais comme ici, alpha plus bêta égale moins 2 gamma. Et ici, quand je somme, j'ai plus de alpha, j'ai 4 bêta, et 5 gamma moins 2 gamma, ça fait 3 gamma. Non, excusez-moi, j'ai moins 5 gamma. Donc c'est moins 7 gamma. Sinon, ça ne colle pas avec ce que j'ai écrit avant. Voilà, moins 7 gamma. Et du coup, j'en déduis que bêta, c'est moins 7 quarts de gamma, et alpha, c'est donc moins 2 gamma plus 7 quarts de gamma. Ça fait moins 8 quarts plus 7 quarts. Donc ça fait moins 1 quart de gamma. D'accord? Donc ici, vous avez en quelque sorte la solution générale. D'accord? Donc les triplés alpha, bêta, gamma, solution de ce système. D'accord? Bien, c'est tout simplement donc l'ensemble des triplés alpha. Alors, je vais l'écrire directement d'ailleurs. C'est l'ensemble des triplés, donc moins 1 quart de gamma, moins 7 quarts de gamma, gamma, avec gamma n'importe quel réel. D'accord? Donc ça, vous voyez, évidemment, c'est un ensemble qui n'est pas réduit au seul triplé 0, 0, 0. Puisque, par exemple, si je prends gamma égale 1, je vois que j'ai un point ici, moins 1 quart, moins 7 quarts, 1, qui est dedans. Voilà. Mais je n'ai pas besoin d'exhiber cette solution générale pour montrer que la famille est liée. Donc ça, c'est si on voulait vraiment résoudre complètement l'équation. En pratique, à partir du moment où on voit que ça va être lié, on va plus vite et on particularise une des variables, et plus s'il y a plus de variables à particulariser pour se ramener à un système qui a autant d'équations que d'inconnus. Donc si j'avais un delta dans les équations en plus, eh bien pareil, je pourrais prendre à ce moment-là delta égale même 0, puisqu'à partir du moment où je n'ai un qui est non nul, je sais que je vais trouver une solution qui convient. Juste, vous pouvez par exemple remplacer par, chercher alpha ou bêta, c'est la même chose. Oui, alors bien sûr, là j'ai pris gamma égale 1, mais j'aurais pu prendre alpha égale 1, ou bêta égale 1, ou alpha égale 7, ou bêta égale 38. Okay. L'important à la fin, c'est de trouver rapidement un triplé alpha, bêta, gamma, où ils ne sont pas tous les trois nuls, qui va être solution. D'accord? Si même, dans certains cas, disons, le système ici va être tellement simple que vous allez voir immédiatement, à l'œil, une solution qui va s'imposer. D'accord? Donc à ce moment-là, pas besoin de faire des longs calculs. L'important, c'est d'exhiber rapidement une solution. Voilà, donc voilà un exemple dans lequel la famille est liée. Et alors, intéressant, ici, ce qu'on remarque donc, c'est que moins 1 quart fois U, puis je reprends les coefficients que j'ai trouvés là, puisqu'ils sont solution de cette équation, moins 1 quart fois U, moins 7 quarts fois V, plus W égale 0. Si je multiplie tout par 4, moins U, moins 7V, il n'y a plus de quart du coup, plus 4W égale 0.
Donc, je vois en fait que j'ai une relation ici entre U, V, W. Si je fais passer le W de l'autre côté, en fait, W, c'est 1/4 de U plus 7/4 de V. D'accord? C'est juste cette équation-là en faisant passer alpha U et bêta V de l'autre côté. D'accord? Alors, effectivement, si je regarde W ici, c'est bien 1/4 de U plus 7/4 de V. Si je fais composante par composante, je vois que ça marche. 1/4 plus 7/4, ça fait bien 2. Moins 1/4 plus 3 fois 7/4, ça fait bien 20/4, c'est-à-dire 7/4. C'est-à-dire 5, pardon. 20/4, c'est-à-dire 5. Voilà. Donc, vous voyez que cette famille est liée. En fait, ça veut dire tout simplement que je peux exprimer ici, dans ce cas-là, un vecteur en fonction des deux autres. D'accord? Et ça va toujours être le cas quand vous aurez une famille liée. Concrètement, ça voudra dire qu'il y a au moins un vecteur de la famille qui s'exprime en fonction de tous les autres. Alors, on continue avec des polynômes. Cette fois, voici donc toujours dans R2 de X, une famille de 3 vecteurs, donc 3 polynômes, puisque je suis dans un espace vectoriel de polynômes, x2 plus 1, x2 moins 1, x2. Est-ce que cette famille est libre ou liée? Alors, là, on va aller un peu plus vite. On pourrait refaire exactement le petit calcul que je viens de faire. Alpha fois x2 plus 1, plus bêta fois x2 moins 1, plus gamma fois x2 égale 0. Et puis, on résout en alpha, bêta, gamma, et on trouve une solution non triviale qui prouve que la famille est liée. Autre manière de faire, plus rapide, c'est de se poser la question, bon, est-ce que ici, ces 3 vecteurs, j'arrive par hasard à exprimer l'un des vecteurs en fonction des 2 autres? Ou est-ce que j'arrive à faire une combinaison des 3 qui va me donner 0? Bon, alors, c'est pas très dur, en fait. Si je regarde les 2 premiers, je me rends compte que, en fait, ce sont les seuls qui ont des coefficients constants. D'accord? Donc, si je veux les combiner de telle sorte que, en faisant ensuite une combinaison avec le 3e, ça me donne 0, il faut déjà qu'il n'y ait plus de coefficients constants entre les deux. Donc, autrement dit, il faut que les coefficients constants se simplifient. Et là, je n'ai pas le choix. Il va falloir que donc, je les ajoute avec le même coefficient devant. Donc, je vais juste faire la somme. x2 plus 1 plus x2 moins 1. Ça fait 2x2. Est-ce que je peux rajouter un multiple de x2 qui fait que le résultat ferait le polynôme nul? Bah oui, moins 2x2. Conclusion, U1 plus U2 moins 2U3 me donne bien le polynôme nul, c'est-à-dire le vecteur nul. Conclusion, eh bien, la famille est liée puisque j'ai directement trouvé une combinaison linéaire des 3 vecteurs de la famille qui donne le vecteur nul. Or, cette combinaison linéaire, évidemment, n'est pas la combinaison linéaire triviale où tous les coefficients sont nuls, puisque les coefficients ici valent 1, 1 et moins 2. Notons au passage que même si j'avais eu ici aucun coefficient sur U2, donc si j'ai, évidemment, ça suppose que j'ai une autre famille, mais par exemple ici, si j'ai 2x2 à la place de x2 plus 1 en premier vecteur, à ce moment-là, j'ai U1 moins 2U3 égale 0. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de U2 que ça change quelque chose. À partir du moment où il y a une combinaison linéaire non triviale des vecteurs de la famille, ce qui ne veut pas dire que tous les vecteurs doivent nécessairement avoir un coefficient non nul. Il suffit qu'il y en ait un seul qui ait un coefficient non nul pour que ça soit une combinaison linéaire non triviale. Et dans ce cas-là, j'aurais conclu de la même manière que la famille est liée. Alors, quelques remarques. Quand on a une famille libre dans un espace vectoriel, il y a certaines propriétés qu'on va nécessairement avoir. Autrement dit, quand on ne les voit pas, si on n'a pas ces propriétés vérifiées dans la famille, on en déduit immédiatement que la famille ne peut pas être libre, autrement dit qu'elle est liée. Alors, une famille libre ne peut pas contenir le vecteur nul. D'accord? S'il y a un des UI ici qui est le vecteur nul, à ce moment-là, je fabrique une combinaison linéaire non triviale qui me donne le vecteur nul en faisant 1 fois ce vecteur. Évidemment, comme le vecteur est nul, à ce moment-là, ça fait bien le vecteur nul. Or, ici, c'est une combinaison linéaire avec
qui n'est pas trivial, hein, puisque le coefficient de UI n'est pas nul. Donc, je ne peux pas avoir de vecteurs nuls dans une famille libre. Je ne peux pas non plus avoir deux vecteurs égaux. Si j'ai UI et UJ qui sont égaux, eh bien, je vais fabriquer une combinaison linéaire non triviale qui va me donner le vecteur nul en faisant 1 fois UI moins 1 fois UJ. Ça va me faire UI moins UJ. Et si les deux sont égaux, ça fait le vecteur nul. Donc, contradiction. Donc, dans une famille libre, j'ai ni deux vecteurs nuls, ni deux vecteurs identiques. Bon, petit exercice. Là, on va aller un peu vite. Est-ce que cette famille ici est libre? D'accord, ben là, c'est très facile à écrire. En fait, vous voyez que quand vous allez écrire le système, ici, alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 égale 0, vous allez avoir un système diagonal, 4 alpha égale 0, parce qu'il y a des zéros ensuite, 2 bêta égale 0, 3 gamma égale 0, donc évidemment, les trois coefficients sont nuls. Est-ce que cette famille U1 égale 2, 0, U2 égale 1, 1 est libre dans R2? Alors, dans R2, c'est facile, hein, les familles libres sont formées de... alors, soit vous avez un seul vecteur, et il doit être non nul, soit vous avez deux vecteurs, et la famille est libre, à condition que bien, les vecteurs ne soient pas alignés, ne soient pas multiples l'un de l'autre. Donc ici, je vais aussi avoir une famille libre. Tout ça, vous pourrez le vérifier, évidemment, par le calcul, là, je le fais rapidement. Est-ce que cette famille de R3 est libre? Je laisse réfléchir 2 secondes. Alors, est-ce que quelqu'un veut proposer une réponse? Non, elle n'est pas libre. Oui, pourquoi? Alors, je ne vois pas trop. Alors, 0, 1, 0. OK, alors, non, elle n'est pas libre, tout simplement parce que... alors, vous pouvez remarquer déjà que, en fait, la troisième composante est nulle pour chacun des vecteurs. D'accord? Donc, ça veut dire que, moralement, c'est comme s'il n'y avait que deux composantes pour chacun. Donc, vous avez trois vecteurs avec deux composantes. Ça sent la famille liée. Tout ça, on va le mettre... on va l'expliquer beaucoup plus clairement quand on aura vu la notion de dimension. Alors, comment on construit une combinaison linéaire qui va donner 0? Eh bien, si par exemple, je fais la somme des deux premiers, hein, souvent on essaye de faire des sommes de deux vecteurs, déjà voir si on arrive à faire des choses. Donc, la somme de U1 et de U2, ça fait 0, 2, 0. Alors, 0, 2, 0, bah oui, c'est proportionnel à U3. Donc, si je fais U1 plus U2 moins 2 U3, ça fait 0. Donc, la famille n'est pas libre. Voilà une famille de polynômes qui est une famille libre. Bon, je vais aller un petit peu plus vite. Encore une famille, 1 plus x, 1 plus x2, x moins x2. Est-ce que cette famille est libre? Alors attention, libre dans R de x, hein, donc parmi les polynômes. Donc, est-ce que je peux combiner ces polynômes de manière à obtenir le polynôme nul? Alors, déjà, j'en ai que deux qui ont des x2. J'ai qu'une seule manière de les combiner, à un coefficient près pour qu'il n'y ait plus de x2, c'est de les ajouter. Si je les ajoute, ça fait 1 plus x, et les x2 s'en vont. Ça fait 1 plus x, mais 1 plus x, c'est le deuxième vecteur. Donc ça veut dire que moins u2 plus u3 plus u4 donne le polynôme nul, donc la famille n'est pas libre. Alors, un exemple un peu plus abstrait peut-être, dans l'espace vectoriel des fonctions définies sur R, est-ce que la famille cosinus-sinus est libre? Alors, ça veut dire quoi? Donc, écrivons-le
de manière en respectant purement la définition. Donc j'écris, donc je considère alpha bêta réel tel que alpha cosinus plus bêta sinus égale 0 en tant que fonction. Hein, donc ici, ça c'est la fonction nulle. Ce n'est pas le réel 0. Hein, puisque ici, là, je suis en train de faire des combinaisons linéaires de fonctions. Hein, je n'ai pas écrit cosinus x, j'ai écrit cosinus. Donc ça veut dire, hein, ça c'est évidemment, c'est équivalent à dire que, quel que soit x réel, alpha cosinus x plus bêta sinus x égale 0. Est-ce que ça c'est vrai? Évidemment non. Pour le prouver, il suffit juste d'exhiber, de prouver que donc alpha et bêta sont nécessairement nuls. Et pour ça, j'ai simplement besoin de ce que je vais faire. Je vais faire comme pour les polynômes tout à l'heure. Je vais choisir, comme c'est vrai pour tout x réel, je vais choisir deux valeurs de x qui vont me donner un système de deux équations à deux inconnues qui aura comme seule solution alpha égale 0, bêta égale 0. Ça, c'est assez facile. Je vais même prendre un système complètement évident. Je vais prendre alpha x égale 0. Donc x égale 0, ça fait alpha plus donc 1 fois alpha plus bêta fois 0 égale 0, c'est-à-dire alpha égale 0. Et si je prends x égale pi sur 2, ça fait alpha fois 0 plus bêta fois 1 égale 0, c'est-à-dire bêta égale 0. Conclusion. Eh bien, la famille cosinus sinus est libre. On continue. Alors, dernier exemple. Dans l'espace vectoriel des fonctions définies sur R, donc toujours le même, est-ce que la famille exponentielle, sinus hyperbolique, cosinus hyperbolique est libre? La réponse est non. Pourquoi? Eh bien ça, je vous ramène 2 chapitres en arrière, tout simplement parce que quand je fais cosinus hyperbolique plus sinus hyperbolique, ça me redonne exactement l'exponentielle. Donc, ce n'est pas une famille. Alors, maintenant, on va aborder la notion de base d'un espace vectoriel. Donc, le mot base, en fait, vous le connaissez déjà, hein, puisque vous avez, par exemple, dans vos années d'études précédentes, parlé de base orthonormée du plan ou base orthonormée de l'espace. D'accord? Donc là, on va simplement généraliser cette notion à un espace vectoriel quelconque. Et la définition est très simple. Une base, c'est tout simplement une famille de vecteurs qui est à la fois libre et génératrice. Un exemple très simple, et que vous avez déjà pratiqué quand vous avez fait de la géométrie, dans le plan, c'est-à-dire l'espace vectoriel R2, si je prends la famille formée des deux vecteurs E1 et E2 avec E1, le vecteur 1, 0, et E2, vecteur 0, 1, alors ces vecteurs, vous les avez souvent notés I et J, hein, dans un repère orthonormé classique, eh bien, cette famille est à la fois génératrice de R2 et est une famille libre. Alors, je vais le démontrer. D'abord, le fait qu'elle soit libre. Je suppose que j'ai une combinaison linéaire de E1 et de E2 qui me donne le vecteur nul. Alpha E1 plus bêta E2. Alors, alpha E1 plus bêta E2, ses composantes, c'est alpha 1 plus bêta 0, ça fait alpha, et 0 fois alpha plus 1 fois bêta, c'est-à-dire bêta. Donc, si ce vecteur est le vecteur nul, ces deux composantes sont nulles, donc alpha égale 0, bêta égale 0. Est-ce que la famille est génératrice? Autrement dit, est-ce que tout vecteur de R2 s'exprime comme combinaison linéaire de E1 et de E2? Ben oui, si je prends un vecteur U qui aurait pour composante XU et YU, deux nombres réels, eh bien, je vais pouvoir écrire que U, c'est XU fois E1 plus YU fois E2. Donc, j'ai bien exprimé n'importe quel vecteur U de R2 comme combinaison linéaire de E1 et E2. Ça prouve bien que
la famille B est génératrice de R2. J'ai une famille libre et génératrice, donc c'est une base. Plus compliqué, un petit peu plus compliqué. Voilà une autre famille de 2 vecteurs de R2 qui est aussi une base. Alors ça se voit un peu moins facilement, mais ce n'est pas tellement plus difficile à démontrer. Alors, si vous avez des questions, hein, comme je ne peux pas voir le chat en direct, vous levez la main, d'accord, et vous posez votre question à ce moment-là, s'il vous plaît. Vous avez voilà, une petite option pour lever la main dans Zoom. Je suis sûr que vous l'avez trouvé avant moi. Alors, pourquoi c'est une base? Eh bien, montrons d'abord qu'elle est libre. Je considère une combinaison linéaire de U1 et de U2 qui donne le vecteur nul. Et je calcule du coup ces 2 composantes, alpha U1 plus bêta U2. Première composante, 1 fois alpha moins 2 fois bêta. Deuxième composante, 2 fois alpha plus 3 fois bêta. Ces 2 composantes donnent le vecteur nul. Donc j'ai un système de 2 équations à 2 inconnues. Alpha moins 2 bêta égale 0, 2 alpha plus 3 alpha égale 0. Je résous. D'accord? Donc là, par exemple, par substitution, j'en déduis que alpha égale 2 bêta. Si alpha égale 2 bêta, ça me donne 4 bêta plus 3 bêta égale 0. C'est-à-dire 7 bêta égale 0, donc bêta égale 0. Et si bêta égale 0, bien sûr, alpha égale 0. Donc la seule solution, c'est alpha égale 0, bêta égale 0. Donc la famille est libre. Est-ce que la famille est génératrice? Eh bien oui, alors là, je vais un petit peu vite, mais ça ressemble en fait à la résolution qu'on fait ici. D'accord? Puisque, alors je vais le faire, je l'ai fait rapidement sur mes diapos, mais je vais le faire en détail quand même au moins une fois. D'accord? Donc, je reprends le tableau. Voilà, je remets l'énoncé sous les yeux. Voilà. Donc, je vous rappelle, donc U1, c'est le vecteur 1, 2. U2, c'est le vecteur moins 2, 3. Est-ce que U1, U2 est génératrice? De R2, évidemment, qui est espaçant. Qu'est-ce que je fais pour ça? Eh bien, je considère un vecteur U dans R2. Donc, j'écris U sous la forme XY et je recherche, donc cherchons alpha, bêta, des réels tels que U égale alpha U1 plus bêta U2. C'est-à-dire le vecteur XY égale alpha fois le vecteur 1, 2 plus bêta fois le vecteur moins 2, 3. Alors, si je regarde composante par composante, ça me donne le système X égale alpha moins 2 bêta et Y égale 2 alpha plus 3 bêta. Alors, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait pour regarder si la famille était libre, puisque dans le cas de la famille libre, on avait 0, 0 aussi. C'est normal, hein, on a cherché à écrire le vecteur nul comme combinaison linéaire de U1, U2. Pour montrer qu'elle est génératrice, on cherche à écrire n'importe quel vecteur comme combinaison linéaire de U1, U2. Mais dans les deux cas, on résout un système de 2 équations à 2 inconnues où le terme qui combine alpha, bêta est toujours, donne les mêmes équations. Voilà. Donc ça, je résous. Donc je vais le faire par substitution, comme tout à l'heure. Alpha égale 2 bêta plus X. Voilà, et du coup, je remplace. Et Y égale 2, donc alpha, c'est-à-dire 2 bêta plus X, plus 3 bêta. Je commence par la dernière équation. Donc la dernière équation, ça donne 4 bêta plus 3 bêta, c'est-à-dire 7 bêta, égale, donc il y a du Y ici, et il y a du moins 2X qui vient là. Et évidemment, une fois que j'ai
Donc ça, c'est pareil que bêta égale y moins 2x sur 7. Et du coup, ici, je peux remplacer alpha. Ça va faire 2 fois bêta, c'est-à-dire 2 fois y moins 2x sur 7, plus x. Voilà, donc ça fait 2y. Donc 2y moins 4x sur 7, plus x, c'est-à-dire plus 7x sur 7, donc moins 4 plus 7, ça fait plus 3x du tout sur 7. Conclusion, eh bien oui, elle est génératrice puisque pour tout vecteur u dans R, je peux trouver alpha bêta tel que u s'exprime comme combinaison linéaire alpha u1 plus bêta u2. Et alpha bêta, ils sont là. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est comme d'habitude pour l'instant. Ok, alors on continue. Alors, je me place maintenant dans l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à 3. J'essaie de prendre des exemples, vous voyez, à la fois dans l'espace vectoriel que vous avez déjà pu manipuler, hein, c'est-à-dire R2 et R3 essentiellement, et puis des exemples un peu en d'autres espaces vectoriels pour vous montrer que ce n'est pas parce qu'on est dans des espaces vectoriels moins familiers ou un peu plus abstraits que les calculs changent. En fait, les calculs sont toujours du même ordre, hein, c'est toujours évidemment les mêmes définitions. Donc, dans l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à R3, hein, donc R3 de x, on considère une famille formée de 4 vecteurs, F0, F1, F2, F3, qui sont 1, x, x2, x3. Ça, c'est une base, et on voit bien pourquoi. La famille est libre parce que si je regarde alpha 0 fois 1 plus bêta 0 fois x plus alpha 1 fois x, plus alpha 2 fois x2, plus alpha 3 fois x3, la seule solution pour que ça soit le polynôme nul, ça va être que alpha 0, alpha 1, alpha 2, alpha 3 soient nuls. C'est-à-dire que, évidemment, les coefficients de tous les monômes soient nuls. Pourquoi la famille est génératrice? Eh bien, parce que, par définition, en fait, tout polynôme de degré au plus 3 va s'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire exactement sous la forme d'une combinaison linéaire de ces 4 polynômes de base. 1, x, x2, x3. Donc j'ai une famille qui est à la fois libre et génératrice. Donc il va être une base de R3 de x et on va même l'appeler la base canonique de R3 de x. Canonique veut dire la base évidente, la base naturelle. En fait, c'est la base qui sert à définir quasiment les polynômes. Voilà quelques petits exercices pour vous familiariser avec cette notion de base. Donc là, on vous donne à chaque fois le résultat, mais il y a encore évidemment des choses à montrer. Quand la famille est une base, il faut montrer qu'elle est libre et génératrice. Il y a 2 choses à montrer. Quand la famille n'est pas une base, comme ici, d'accord ? Eh bien là, il faut être un peu plus malin parce qu'il faut se poser la question, est-ce qu'elle est libre mais pas génératrice? Est-ce qu'elle est génératrice mais pas libre? Ou est-ce qu'elle est ni l'une ni l'autre? D'accord? Mais évidemment, c'est comme quand on cherche un contre-exemple, il faut essayer d'aller directement au plus efficace. Donc, si elle est libre et génératrice, ça ne sert absolument à rien de montrer qu'elle est libre, puisque de toute façon, si elle n'est pas génératrice, ça ne sera pas une base. Donc, si vous voulez montrer que ce n'est pas une base, montrez plutôt directement qu'elle n'est pas génératrice. Voilà. À votre avis, ici, pourquoi ce n'est pas une base? Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas libre, ou est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas génératrice, ou est-ce qu'elle est ni l'un ni l'autre? Elle n'est pas génératrice. Vous pensez vraiment qu'elle n'est pas génératrice? Oui. Alors, vous voyez un vecteur de R2 que je ne peux pas exprimer en fonction de ces 3 vecteurs? Regardez U1 et U3, par exemple. Si je fais une combinaison linéaire, alpha U1 plus bêta U3, ça va me donner le vecteur alpha plus bêta, bêta. Un vecteur de la forme alpha plus bêta, bêta, je peux faire n'importe quoi. D'accord? Je prends bêta qui va donner la deuxième
qui est égal à la deuxième coordonnée du vecteur que je veux, et puis ensuite, je prends alpha tel que alpha plus bêta me donne la première coordonnée. D'accord? Donc le problème n'est pas qu'elle n'est pas génératrice, en fait, elle est génératrice. Et d'ailleurs, U1 et U3 formeraient, si je les prenais tout seul, une base de R2. Mais comme j'ai ajouté U2, du coup, j'ai une famille qui a un vecteur en trop, en quelque sorte, donc elle est toujours génératrice, évidemment, mais elle est plus libre. D'accord? Tout simplement parce que, du coup, comme U1 et U3 me permettent d'exprimer n'importe quel vecteur par combinaison linéaire, en particulier U2 aussi. Et donc U2, ça s'écrit tout simplement U3 moins 3U1. Donc la famille est liée. Alors, je vous ai parlé de base canonique. La base canonique, c'est la base naturelle. La base naturelle de Rn, eh bien, elle est formée tout simplement des vecteurs de base qui ont pour composante des zéros partout, sauf un 1 en ième position. Donc, dans le cas de R2, c'est la famille formée des deux vecteurs 1, 0, 0, 1. Évidemment, c'est complètement en analogie avec ce que vous avez vu. Quand vous munissez le plan d'un repère orthonormé, les deux vecteurs du repère, I et J, vous les écrivez, I qui a pour coordonnées 1, 0 et J qui a pour coordonnées 0, 1. C'est exactement la même chose ici. Ce que vous faites dans R2, vous pouvez tout aussi bien le faire dans Rn, à condition de définir donc le ième vecteur de base comme un vecteur dont toutes les composantes sont nulles, sauf la ième qui vaut 1. Donc cette base, on l'appelle la base canonique de Rn et elle sert assez souvent. Alors, montrons que c'est une base, ce n'est pas très compliqué, mais on va quand même le faire. Il faut montrer qu'elle est libre. Alors, si je suppose que j'ai une combinaison linéaire de tous ces EI qui vaut le vecteur nul, eh bien, en fait, c'est très simple. La ième composante de ce vecteur, elle vaut tout simplement alpha i. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que EI qui contribue en ième position. D'accord? Donc, si ce vecteur est nul, sa ième composante est nulle pour tout i, et donc ça veut dire que pour tout i, alpha i est nul. D'accord? Donc, elle est bien libre. Génératrice, tout simplement, parce que si je prends un vecteur quelconque de Rn, ce vecteur, il va s'écrire tout simplement comme x1 fois E1 plus x2 fois E2 plus etc. xn fois E. Où x1, x2, xn sont tout simplement les composantes de ce vecteur x. C'est en quelque sorte pour ça qu'on considère cette base comme la base canonique à cause évidemment de cette écriture-là qui est très très simple. Alors, une propriété importante des bases, ça va être l'unicité de l'écriture d'un vecteur dans une base. Donc si j'ai une base, ici A1, A2 jusqu'à N, d'un espace vectoriel E, eh bien, non seulement tout vecteur peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de base, ça je le sais déjà, parce qu'une base, c'est une famille génératrice, mais cette écriture est unique. Autrement dit, je n'ai pas le choix des nombres alpha i ici que je mets devant les AI pour former le vecteur U. Du coup, comme ces alpha i sont uniques, eh bien, on leur donne un nom, et c'est un nom que vous connaissez déjà. Les alpha i vont s'appeler les coordonnées du vecteur U dans la base B. Donc, c'est la même chose que quand vous êtes dans le plan. D'accord ? Vous avez ces deux vecteurs de base I et J, d'accord, dont les coordonnées sont respectivement 1, 0 et 0, 1. Si maintenant, je vous donne un vecteur XY, ce vecteur XY, évidemment, c'est X fois I plus Y fois J, et XY, vous les appelez bien les coordonnées du vecteur dans la base du repère. Là, c'est pareil, mais dans le cas général. Voilà un exemple qui est de base canonique, ici dans R3. Donc dans R3, il y a 3 vecteurs de base. Dans Rn, il y en aura n. E1 qui a un 1 en première position, E2 en deuxième position, E3 en troisième position. Si j'ai un vecteur V de coordonnées XY, de composante XYZ,
Bon, du coup, avec les bases canoniques, on confond le mot composante et coordonnées, puisque c'est la même chose. Les coordonnées de V dans la base canonique vont tout simplement être X, Y, Z. Alors, un exemple un peu moins évident, c'est un calcul de coordonnées dans le cas où je n'ai pas la base canonique. Donc voilà une base de R3 formée de 3 vecteurs 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Alors, je ne démontre pas que c'est une base, mais faites-moi confiance, c'est bien une base de R3. Et je vous donne un vecteur ici de R3, 4, 5, 2. Et je vous demande quelles sont les coordonnées de ce vecteur W dans la base C. Alors, si vous répondez 4, 5, 2, c'est que vous confondez composante et coordonnées. Alors, ces deux notions sont les mêmes quand la base est la base canonique, mais si la base n'est pas la base canonique, ce qui est évidemment le cas ici, hein, F3, le vecteur de la base canonique, eh bien, composante de W 4, 5, 2 et ses coordonnées dans la base C. Hein, attention, un coordonnée, évidemment, c'est toujours lié à une base. Si je considère une autre base, bah, les coordonnées seront différentes. Et donc, il faut que je fasse un calcul ici pour trouver les coordonnées de W dans la base C. C'est clairement pas 4, 5, 2, parce que si je fais 4 fois F1 plus 5 fois F2 plus 2 fois F3, bah, je ne retombe pas sur W. D'accord? Puisque bah, ne serait-ce que la première composante, ça va me faire 4 plus 5 plus 2. Ça ne marche pas. Ça fait 11, ça ne fait pas 4. D'accord? Donc, il faut que je fasse un calcul, pas très compliqué. On écrit l'équation vérifiée par les coordonnées de W dans la base C. C'est 3 réels alpha, bêta, gamma, tels que W est égal à alpha fois F1 plus bêta fois F2 plus gamma fois F3. Et on écrit l'égalité entre ces deux vecteurs. À gauche, 3 composantes, 4, 5, 2. À droite, 3 composantes. La première, alpha fois 1 plus bêta fois 1 plus gamma fois 1. La deuxième, alpha fois 0 plus bêta fois 1 plus gamma fois 1. Donc bêta plus gamma. La troisième, alpha fois 0 plus bêta fois 0 plus gamma fois 1, c'est-à-dire gamma. Donc j'ai ce système. Alpha plus bêta plus gamma égale 4, première coordonnée. Bêta plus gamma égale 5, gamma égale 2, troisième coordonnée. Je résous, là c'est évidemment un système trivial. Gamma égale 2, je remplace. Bêta égale 3, je remplace. 3 plus 2, 5, 4 moins 5, moins 1, alpha égale moins 1. Donc moins 1, 3 et 2 sont les coordonnées de W dans la base C. Je vérifie. Si je fais moins F1 plus 3F2 plus 2F3, première coordonnée, moins 1 plus 3 plus 2, ça fait bien 4. Deuxième coordonnée, 0 plus 3 plus 2, ça fait bien 5. Troisième coordonnée, 0, 0 plus 2, ça fait bien 2. Est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va pour tout le monde? Alors, on continue. Un petit exercice à chercher chez vous. Enfin, plusieurs exercices, pardon. On vous donne ici une base de R3. On l'a vu juste avant que c'était bien une base de R3. Trouvez les coordonnées du vecteur 1, 1, 1 dans cette base. Exactement le même calcul que ce qu'on vient de faire. On écrit U égale alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 et on identifie les 3 composantes des vecteurs à gauche et à droite de cette égalité pour trouver alpha, bêta, gamma. Pareil dans R2, une base formée de U1 et U2, de R2, on demande les coordonnées du vecteur 3, 1 dans cette base. Dernier exemple, on va le faire ensemble. On a une base de R2 de X, polynôme de 2 plus 2, 1x, xx plus 1, et on demande les coordonnées du vecteur 2x2 moins 1. Donc, allons-y. Voilà. Donc, la base, c'est 1x, x facteur de x plus 1. Et on me demande d'exprimer donc
Alors, je sais pas la bonne. Voilà, et on me demande d'exprimer 2x2 moins 1. Donc ça, c'est un vecteur de R3 de x, donc c'est une base évidemment de R3 de x. Donc ça, ce vecteur-là appartient à R3 de x, donc ça veut dire que je sais que je peux l'écrire de manière unique sous la forme alpha fois 1 plus bêta fois x plus gamma fois x plus 1. Bon, le plus simple ici, c'est de développer, bien sûr. Ça fait alpha plus bêta plus gamma x plus gamma x2. J'identifie les termes. Le terme en x2, 2 égale gamma. Les termes constants, alpha égale moins 1. Et les termes en x, il n'y en a pas à gauche, et bêta plus gamma ici, qui vaut 0. Donc là, quand vous avez un système ici d'identification des coordonnées, il n'y a toujours qu'une seule solution. S'il y a plusieurs solutions ou s'il n'y en a pas, c'est que vous avez fait une erreur. Hein, puisqu'on vient de voir qu'il y a unicité des coordonnées d'un vecteur dans une base. Voilà, donc ça fait, si je les mets dans l'ordre, alpha égale moins 1, bêta égale donc moins gamma, et gamma c'est 2, donc moins 2. Donc 2x2 moins 1, A pour coordonnées. Moins 1, moins 2, 2. Pour la base B qui est ici. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Alors, je continue. On arrive donc naturellement à la notion de dimension d'un espace vectoriel. Alors, il y a une manière d'introduire un petit peu en douceur cette notion de dimension, qui est donnée par ce qu'on appelle le lemme de Steinitz, qui dit la chose suivante. Si un espace vectoriel possède une famille génératrice à n éléments, toute famille libre a au plus n éléments. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'arrive à fabriquer par combinaison linéaire n'importe quel vecteur de l'espace à partir de n vecteurs de base, eh bien, si j'ai plus de n vecteurs, je n'aurai jamais une famille libre. D'accord? C'est assez intuitif. Hein, et le corollaire immédiat de ça, c'est que dans un espace vectoriel, toutes les bases ont le même nombre d'éléments. Et ce nombre, qui du coup ne dépend que de l'espace vectoriel, s'appelle la dimension de l'espace vectoriel. Alors, si vous revenez en arrière, en fait, vous vous rendez compte que finalement, quand on a mis en évidence des bases, voilà, par exemple, dans R2, on a montré que E1, E2 formait une base de R2. C'est même la base canonique de R2. Combien il y a d'éléments? 2 éléments. Conclusion, l'espace vectoriel R2 est de dimension 2. Pas très étonnant. Un autre exemple dans R2, comme il est de dimension 2, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je sais que nécessairement, si j'ai une base, elle doit avoir 2 éléments. Dans l'espace vectoriel R3 de x, ici, polynôme de degré au plus 3, j'ai trouvé une base à 4 éléments. Alors attention, hein, c'est un petit piège, ça on se fait souvent avoir. Les polynômes de degré au plus 3, ils forment un espace de dimension 4. D'accord? Pourquoi? Parce que pour des polynômes de degré au plus 3, pour fabriquer un polynôme de degré au plus 3, j'ai besoin de 4 coefficients. Coefficient constant, coefficient de x, coefficient de x2, coefficient de x3. C'est pour ça que c'est de dimension 4. R3 va être de dimension 3, d'accord, puisque vous voyez qu'ici j'ai une base composée de 3 éléments. Ici j'ai une base de R2, donc elle a nécessairement 2 éléments. Ici, très intéressant, vous voyez que j'ai une famille à 3 éléments. On me demande de montrer que ce n'est pas une base de R2. Alors,
il y a 5 minutes, la seule manière, c'était de montrer qu'elle était soit pas libre, soit pas génératrice, et en l'occurrence, qu'elle n'était pas libre. Maintenant, on va pouvoir aller beaucoup plus vite, puisqu'on va pouvoir dire R2 est un espace vectoriel de dimension 2, donc une famille de cardinal 3 ne peut pas être une base de R2, hein, puisque, encore une fois, comme c'est de dimension 2, toutes les bases doivent avoir 2 éléments. Monsieur, excuse-moi. Oui. Si jamais on me demande de montrer que tout ça n'est pas une base de R4, parce que U4 égale 0, 0, est-ce que ça marche ou pas? Si un des éléments est nul. Si un des éléments est nul, on a vu tout à l'heure que la famille ne pouvait pas être libre. On ne peut pas être libre. Okay, hein, dans une famille qui a un vecteur nul ou qui a 2 vecteurs égaux, elle ne peut jamais être libre. Ok. Hein, puisque vous avez à ce moment-là une combinaison linéaire non triviale qui vaut 0. Voilà, donc cette notion de dimension, elle va nous permettre d'aller beaucoup plus vite, notamment pour examiner les familles candidates à être des bases. Alors, j'ai parlé du nombre d'éléments, donc c'est ce qu'on appelle le cardinal. Le cardinal d'une famille d'éléments, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans la famille. Alors attention, ne pas confondre, encore une fois, famille et ensemble. Si je considère la famille formée des 3 nombres 1, 1, 1, c'est une famille à 3 éléments. Cette famille, il y a 3 composantes, 1, 1 et 1. Ce n'est pas parce que les 3 valeurs sont les mêmes que le cardinal n'est pas égal à 3. Voilà, bon, je vais passer sur la démonstration du corollaire. Ça fait partie des petits allègements du programme. Évidemment, vous pouvez tout à fait aller regarder ces diapos, c'est intéressant, et puis ça vous permet éventuellement de voir si vous avez bien compris, mais je vais aller un petit peu plus vite et un petit peu moins dans le détail. Voilà, alors, dimension de l'espace vectoriel, c'est une notion très très importante, et du coup, on lui associe une notation particulière. On note dim E ou dim entre parenthèses E, les deux sont possibles, la dimension de l'espace vectoriel. Un calcul de dimension qui est immédiat, c'est la dimension de Rn. On a vu que la base canonique de Rn, on a démontré que c'était une base, elle avait n éléments, puisque chacun des n vecteurs de base, le im vecteur de base est formé d'un vecteur avec un 1 en im position, comme il y a n positions possibles, il y a n vecteurs de base. Donc, toutes les bases de Rn, du coup, ont un élément. S'il y en a une qui a n éléments, elles ont toutes le même nombre d'éléments. Et ce nombre d'éléments, c'est n. Donc, Rn est un espace vectoriel de dimension n. Rien de très étonnant. R2 est de dimension 2, R3 est de dimension 3. R1, c'est-à-dire R est un espace de dimension 1. Pardon. Alors, on continue. Du coup, cette notion de dimension va nous permettre, comme je l'ai vu tout à l'heure, comme je l'ai revu avec vous, d'aller un peu plus vite pour savoir si les familles sont libres ou génératrices. On va pouvoir, en quelque sorte, à chaque fois, montrer moins de choses en raisonnant sur la dimension ou sur le cardinal. Dans un espace vectoriel de dimension n, donc là, évidemment, ça suppose que je connais déjà la dimension de l'espace vectoriel. Parfois, ça sera le cas, souvent même, mais parfois non. À ce moment-là, le fait d'exhiber une base me demandera de vérifier que la famille est génératrice et libre, comme je dois faire tout le temps pour vérifier que j'ai une base, et me donnera, du coup, la dimension de l'espace. Le fait d'exhiber une base, le cardinal de la base me donne la dimension. En revanche, si je connais déjà la dimension, eh bien, je n'ai pas besoin de vérifier que la famille est à la fois libre et génératrice, puisque le fait qu'elle soit l'un des deux, si elle a le bon cardinal, c'est-à-dire égal à la dimension, implique automatiquement l'autre. Autrement dit, si je suis dans un espace vectoriel de dimension n, donc je sais être de dimension n, et que j'ai une famille de n vecteurs, alors si elle n'est pas de cardinal n, c'est terminé. Une famille qui n'est pas de cardinal n, dans un espace de dimension n, ça ne peut pas être une base, par définition. Et si je sais que j'ai n vecteurs dans un espace vectoriel de dimension n, eh bien, si la famille est libre, elle va être automatiquement une base, donc génératrice. Si la famille est génératrice, qu'elle est aussi constituée de n vecteurs, automatiquement, elle va être aussi une base, c'est-à-dire libre. D'accord ? Donc, je n'ai pas besoin,
À partir du moment où j'ai vérifié que j'avais le bon nombre de vecteurs par rapport à la dimension, je n'ai pas besoin de vérifier que la famille est à la fois libre et génératrice. L'un va impliquer l'autre à partir du moment où j'ai le bon nombre de vecteurs. D'accord? La raison à ça, hein, c'est que si j'ai plus de n vecteurs, la famille est nécessairement liée. D'accord? Et si j'ai moins de n vecteurs, la famille n'est pas génératrice. D'accord? Donc là, encore une fois, hein, si on revenait en arrière, eh bien, il y a tout un tas d'exercices qu'on pourrait faire beaucoup plus rapidement. Tout à l'heure, on avait une famille de 3 vecteurs de R2, famille de 3 vecteurs dans R2. R2 est de dimension 2, donc j'ai n égale 2. Si j'ai plus de 2 vecteurs, ici j'en ai 3, elle est nécessairement liée. Donc une famille de 3 vecteurs de R2, si on me demande est-ce qu'elle est libre, je réponds immédiatement non, je n'ai aucun calcul à faire, puisque je dis elle contient 3 vecteurs dans un espace de dimension 2. Comme 3 est plus grand que 2, la famille n'est pas libre. Voilà, alors il y a une autre manière d'exprimer ça, hein, c'est qu'une base est une famille libre de cardinal maximal. C'est-à-dire qu'une famille libre qui contient trop peu de vecteurs, elle ne va pas être génératrice, donc elle ne va pas former une base. À partir du moment où elle contient le bon nombre de vecteurs, hein, c'est-à-dire le bon nombre, c'est la dimension évidemment de l'espace, elle va être une base. Si elle contient plus que ce nombre de vecteurs égal à la dimension, à ce moment-là, ce n'est plus une base. Donc une base, c'est une famille libre de cardinal le plus grand possible, vérifiant la propriété que la famille est une base, c'est-à-dire ce nombre, hein, c'est le cardinal, c'est exactement la dimension. Symétriquement, hein, une base, c'est une famille génératrice de cardinal minimal. Si j'ai trop peu de vecteurs dans une famille, eh bien, elle ne va pas être génératrice. Mais si j'ai une famille génératrice qui a trop de vecteurs, c'est-à-dire plus que la dimension de l'espace, évidemment, elle va être génératrice par hypothèse, mais elle ne sera pas libre. Donc, elle ne formera pas une base. Pour qu'elle forme une base, il faut que son nombre d'éléments, son cardinal, soit exactement égal à la dimension. Alors, voilà un exemple d'utilisation de ce qu'on vient de voir pour montrer qu'une famille donnée est une base. Voilà une famille de 3 vecteurs dans R3. On demande de montrer que c'est une base. Bon, commençons comme d'habitude. Commençons par montrer que la famille est libre. Bon, c'est E1, E2, E3, je forme une combinaison linéaire, je suppose qu'elle vaut 0, j'identifie composante par composante, alpha plus bêta plus gamma égale 0, bêta plus gamma égale 0, gamma égale 0. Système, 3 équations, 3 inconnues, seule solution, gamma égale 0, donc bêta égale 0, donc alpha égale 0. Seule solution, la solution triviale, donc la famille est libre. Est-ce que j'ai besoin de vérifier que la famille est génératrice? Tout à l'heure, j'en avais besoin, maintenant, j'en ai plus besoin. Pourquoi? Bien parce que, plutôt que de refaire des calculs, je raisonne sur le nombre d'éléments. La famille B est une famille constituée de 3 vecteurs. C'est une famille d'éléments de R3. R3, je sais que c'est un espace vectoriel de dimension 3. Donc, dans un espace vectoriel de dimension 3, une famille libre est automatiquement génératrice, c'est-à-dire automatiquement une base. C'est ce qu'on vient de voir juste avant. Ah, monsieur, oui. Est-ce que le nombre de coordonnées, ça a une importance sur la dimension ou sur le... Tout à l'heure, il y avait un exemple où on avait 3 coordonnées, donc E1, E2, E3. Ils avaient seulement 2 coordonnées. Ils n'étaient pas dans R2 du coup, mais est-ce qu'ils appartiennent à R3 ou c'est encore un autre espace vectoriel? Non, l'espace vectoriel, quand vous avez des exemples comme ça avec des suites de nombres séparées par des virgules entre parenthèses, ça c'est des vecteurs de Rn où n est le nombre de composantes. Okay. Donc il faut bien faire la distinction effectivement entre le nombre de composantes de chaque vecteur et le nombre de vecteurs. Alors c'est souvent la même chose parce que quand c'est une base, vous savez que Rn est de dimension n. Donc pour avoir une base, il faut que vous ayez un nombre de vecteurs égal au nombre de composantes de chacun. D'accord. Ok, merci. Ok. Alors, voici d'autres exercices. Donc, où là encore, hein, l'idée, c'est de ne pas montrer, pour vérifier que certaines familles sont des bases ou ne sont pas des bases d'ailleurs,
de ne pas montrer, de ne pas faire le calcul complet, mais d'utiliser au maximum la dimension. Exemple de la ligne 3 ici. Ça reprend d'ailleurs votre question, la question qui vient d'être posée. J'ai une famille de 3 vecteurs, U1, U2, U3. Chacun de ces vecteurs a 2 composantes, donc c'est des vecteurs de R2. L'espace vectoriel R2 est de dimension 2. Est-ce qu'une famille de 3 vecteurs peut être une base d'un espace vectoriel de dimension 2? La réponse est non. Donc, je n'ai aucun calcul à faire. J'ai simplement à répondre, une famille de 3 vecteurs ne peut pas être une base de R2, qui est un espace vectoriel de dimension 2. Voilà. Pour les autres, eh bien, évidemment, pour montrer que c'est une base, il faut que je montre que, d'abord, je vérifie évidemment que j'ai le bon cardinal. Dans R2, 2 vecteurs, ça marche. Dans R3, 3 vecteurs, ça marche. Dans R2 de x, l'ensemble des polynômes de degré au plus 2 qui est de dimension 3, attention, hein, Rn de x est de dimension n plus 1, parce que si vous allez jusqu'au degré n, eh bien vous avez n plus 1 coefficient, ça vient du fait qu'il y a le coefficient constant, coefficient de x puissance 0, si vous voulez. Donc R2 de x est de dimension 3, j'ai bien 3 vecteurs, donc c'est un bon candidat à être une base. Après, pour chacun de ces 3 exemples, il faut que je montre que soit la famille est génératrice, soit qu'elle est libre. C'est plus simple, en général, de montrer qu'elle est libre. D'accord ? En gros, c'est le même système à résoudre, mais pour montrer qu'elle est libre, il suffit juste de le résoudre avec le second membre nul. Pour montrer qu'elle est génératrice, il faut le résoudre avec le second membre quelconque. Donc, faites plutôt, dans ces cas-là, ce qu'on vient de faire à l'instant, hein, c'est-à-dire montrer que la famille est libre. Et ensuite, vous raisonnez juste sur la dimension. Pour en conclure, c'est une base. Vous n'avez pas à montrer que la famille est génératrice, si évidemment, hein, vous êtes dans un espace vectoriel dont vous connaissez déjà la dimension. Alors, on arrive à la notion très naturelle de dimension d'un sous-espace vectoriel. Donc, je vous rappelle ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel. C'est un sous-ensemble qui est un espace vectoriel. Alors, on va avoir des propriétés agréables pour les sous-ensembles, donc, notamment ceux qui vont former des sous-espaces vectoriels. D'abord, sur les familles. Si vous avez un sous-espace vectoriel F d'un espace vectoriel E, que vous prenez une famille libre de F, d'accord, donc famille libre en tant que famille de vecteurs de F, c'est aussi une famille libre en tant que vecteur de E. Bon, ça c'est assez trivial, hein. Être libre dans F, en fait, ça ne dépend pas vraiment du fait qu'on est dans F. D'accord, être libre dans F, si vous appliquez la définition, c'est toute combinaison linéaire qui donne le vecteur nul et la combinaison linéaire triviale. D'accord ? Et ça, bah, évidemment, c'est la même caractérisation dans F et dans E. Alors, si maintenant vous prenez le nombre de vecteurs d'une famille de cardinales maximales libres de F, ça va vous donner, par définition, une base de F. Ça va vous dire que P, d'abord, est forcément plus petit que N, et que P est la dimension, tout simplement, de F. Si P est égal à N, d'accord, à ce moment-là, B est nécessairement une base de E. D'accord, alors là, c'est très simple. Si vous avez un sous-espace vectoriel F qui admet pour base une famille de cardinales la dimension de E, ben ça veut dire qu'en fait, tout simplement, ce sous-espace vectoriel il est lui-même de dimension, la même dimension que E. Or, c'est ce qu'on montre ici, dans un espace vectoriel de dimension n, il n'y a qu'un sous-espace vectoriel de dimension n. C'est l'espace vectoriel tout entier. D'accord? Donc à ce moment-là, nécessairement, f est égal à E. Voilà, donc ça, ce que je viens de décrire rapidement, ça se résume dans le théorème suivant. Si vous avez un sous-espace vectoriel de E, qu'on appelle F, avec E de dimension n, nécessairement la dimension de F est plus petite que la dimension de E, ça c'est très naturel, hein. On ne peut pas avoir une dimension plus grande avec un objet plus petit. Mais si les deux sont égales, ça veut dire que les espaces eux-mêmes sont égaux.
Alors attention, ça c'est vrai hein, que quand vous avez égalité entre la dimension du sous-espace vectoriel et la dimension de l'espace vectoriel tout entier. Je ne suis pas en train de dire que qu'il y a à chaque fois qu'un seul sous-espace possible par dimension donnée. Donc dans R2, j'ai qu'un seul sous-espace vectoriel de dimension 2, c'est R2 lui-même. Par contre, j'ai une infinité de sous-espaces vectoriels de dimension 1. R2, c'est le plan. Les sous-espaces vectoriels de R2, c'est les droites qui passent par l'origine. C'est tout simplement des ensembles de la forme un certain coefficient lambda fois un vecteur, qui forme la base de ce sous-espace vectoriel de dimension 1. Voilà, donc les ensembles de la forme lambda V, où lambda est un réel quelconque, sont tout simplement des vecteurs qui forment une droite, en fait, dans le plan. Évidemment, des droites qui passent par l'origine, dans le plan, j'en ai une infinité. Je peux choisir n'importe quelle direction. Alors, Et monsieur, oui, allez-y. sur la diapo là juste avant, c'est pas une équivalence qu'on a en 2? Oui, c'est une équivalence, bien sûr. Mais dans l'autre sens, c'est. Je n'ai pas mis l'autre sens parce qu'il est évident. Hein. Évidemment, si f égale E, dim f, on ne voit pas ce que ça pourrait être autre chose que dim f. Mais vous avez raison, oui, bonne remarque. D'accord, merci. Alors, quelques exemples. Voici dans R3 un sous-espace vectoriel. Vous vous rappelez, hein, tout au début de ce chapitre, on avait fait des exemples de sous-espaces vectoriels. Donc là, je prends les triplés x, y, z, tels que z égale 0. Oui, il y a une autre question? Oui, est-ce que vous pouvez revenir à la diapo d'avant? Oui. Si la dimension de f est supérieure à E, est-ce qu'on veut dire que E est un sous-espace vectoriel de f? Non, alors d'abord, ici, la dimension de f ne peut pas être plus grande que celle de E. D'accord. D'accord. Mais si jamais on énonce que dimension de f est supérieure à E, est-ce qu'on peut conclure directement que... Non, alors je vais vous donner un exemple de ça, hein, effectivement. C'est une bonne question. On va prendre par exemple qu'est-ce que je vais vous donner? On va prendre deux espaces vectoriels de polynômes. Donc je vais prendre un espace vectoriel E qui va être tout simplement R2 de x. Donc c'est l'ensemble des polynômes de la forme A0 plus A1x plus A2x2. D'accord? Donc ça, je sais que la dimension de E, c'est combien? 2. Raté. 1, 3. 3. Ah oui. D'accord, hein, tout ça, en fait, ça, c'est tout simplement cet espace vectoriel, il admet comme base tout simplement 1 x, x2. En fait, ça se voit immédiatement, hein, puisque c'est sa base canonique, et la raison, vous voyez, c'est exactement ce que je mets devant les coefficients ici. Donc j'ai trois coefficients qui sont devant les trois, finalement, polynômes de base, trois vecteurs de base. Donc ça, c'est une combinaison linéaire quelconque de ces trois vecteurs de base. E est de dimension 3. Je vais vous donner un exemple d'espace vectoriel de dimension 1 qui n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Donc je prends E qui est égal à l'ensemble des polynômes de la forme lambda fois x3 avec lambda réel. C'est-à-dire, je pourrais l'écrire comme l'espace vectoriel engendré par x3. La dimension de CF, je vais le mettre ici. La dimension de F, c'est quoi? 4. Mais non. Oh. Pour trouver la dimension, je trouve une base. Quelle est la base de F? La base naturelle. C'est x3? C'est x3. Ah, tu peux en avoir 15. Ah oui, oui. Donc la dimension de F, c'est 1. Mais évidemment, je n'ai pas F inclus dans E. D'accord, hein? Donc attention, si F
est un sous-espace vectoriel de E, hein, ce qui évidemment sous-entend que F est inclus dans E, mais pas seulement. Il faut en plus que F soit un espace vectoriel. Ça implique que la dimension de F est plus petite que la dimension de E, mais la réciproque, évidemment, est fausse. D'accord? Merci. Je vous en prie. Alors, on continue. On arrive au bout. Je vais juste terminer cet exemple. Donc, voilà un sous-espace vectoriel F de R3, donc constitué des triplés x, y, z tels que z égale 0. Donc, je peux le réécrire hein, comme l'ensemble des x, y, 0 avec x, y dans R. Alors, l'intérêt de l'écrire comme ça, c'est qu'en fait, écrit comme ça, je vois immédiatement apparaître la base. D'accord? Parce que x, y, 0, c'est x fois 1, 0, 0, plus y fois 0, 1, 0. D'accord? Donc, du coup, je vois apparaître naturellement la base formée de F, hein, formée de ce vecteur E1, ce vecteur E2. Donc, bon, ben voilà, alors je vais faire le détail, hein, mais là, on a fini, en fait. Donc, j'ai une famille ici qui est libre. D'accord? Bon, elle est libre tout simplement parce que c'est une sous-famille d'une base de R3. Elle est génératrice de F, ça c'est évident, puisque x, y, 0, c'est x fois E1 plus y fois E2. Donc, cet espace vectoriel ici, F, ce sous-espace vectoriel de R3, il est de dimension 2. Donc, vous voyez, hein, bon, on l'a fait un peu sur l'exemple que j'ai donné avant avec les polynômes, mais quand on vous demande la dimension d'un espace vectoriel, avec un peu d'habitude, vous allez l'intuiter assez facilement, mais chercher la dimension d'un espace vectoriel, c'est en général exhiber une base de cet espace vectoriel. Puisque la définition de la dimension, hein, c'est tout simplement le cardinal commun à toutes les bases de l'espace vectoriel. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions sur le cours d'abord? Et puis sinon, on passera aux questions plus générales. Du coup, sur le cours, vous avez enlevé certaines parties, enfin, vous avez raccourci. Genre, il me semble que vous n'avez pas parlé du noyau, non? Alors, là, on n'a pas terminé le chapitre. Ah, vous n'avez pas terminé, d'accord. Voilà. Donc, je vais mettre deux versions des diapos et du poly, d'accord? Je mettrai la version que j'avais laissée, parce que, bon, voilà, pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin. Et puis, je vais mettre la version simplifiée, d'accord? Donc, alors, si je continue, là c'est les diapos originales. Hein, donc, qu'est-ce qui va changer? Bien, en fait, on est arrivé, donc là, on a encore quelques exemples à faire. Alors, je vous encourage d'ailleurs je ne vais pas montrer les diapos, mais voilà, c'est les deux diapos qui suivent, c'est des exercices, donc faites-les, hein, parce que voilà, ça vous permettra de vérifier que vous êtes bien à l'aise avec ça. Si vous avez du mal à les faire, eh bien, n'hésitez pas à me poser la question la prochaine fois, donc mercredi en début de séance. Hein, je passerai rapidement dessus. Si je n'ai pas de questions là-dessus, je considérerai que tout le monde a su les faire. Bon, c'est aussi quelque chose que vous allez commencer à faire en TD cette semaine, hein, donc peut-être que vous aurez l'occasion aussi de faire des choses équivalentes. Et voilà, on va arriver donc mercredi sur cette diapo, mais cette diapo, on va la passer. Théorème de la base incomplète, je vais l'enlever du programme. Et donc, on va reprendre plus loin. Bon, je mettrai clairement la distinction. On va alléger un petit peu ceci de cette sorte qu'on terminera tout le programme. Et j'espère même qu'on pourra commencer un petit peu les matrices mercredi. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Oui. Juste pour le programme du CC2, le contenu du CC2, vous avez mis de connaître les quelques DL. Enfin, il faut connaître CDL en particulier, c'est ça? Alors, j'ai mis sur Moodle la liste des DL qu'il faut connaître par cœur. Oui. D'accord. Alors, par cœur, ça ne veut pas dire forcément apprendre sans comprendre. Hein, parce que, comme je vous l'ai dit, si vous apprenez de manière photographique, vous risquez de vous tromper. Donc, mais bon, voilà. Donc, par exemple, l'exponentielle, à vrai dire, il n'y a rien à apprendre pour l'exponentielle, puisque si vous connaissez la formule de Taylor, il y a juste à se rappeler que toutes les dérivées de l'exponentielle en 0 font 1. D'accord. Donc, ça, ce n'est pas très compliqué. Mais par exemple, un qu'il faut quand même apprendre par cœur, parce que là, c'est plus long à retrouver,
c'est le logarithme de 1 plus x. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut apprendre pour le logarithme de 1 plus x? Eh bien, il faut apprendre que le coefficient, d'abord, ça commence à x, d'accord, et puis ensuite, le coefficient général, c'est du type moins 1 puissance n sur n fois x puissance n. Ok, mais en fait, ce que je veux dire, c'est par les quelques DL que vous avez écrites, c'est entre guillemets ceux qui seront entre guillemets au contrôle. Enfin, vous avez par exemple Salo avec la racine d'un plus x, par exemple, vous ne les avez pas écrites sur Alors, Moodle. j'ai dit, il y a ceux qu'il faut connaître par cœur, et il y a ceux qu'il faut savoir retrouver. Oui. Donc, par exemple, racine de 1 plus x, je les ai mis dans ceux qu'il faut savoir retrouver. C'est un cas particulier de 1 plus x puissance alpha ou 1 plus x puissance a, d'accord? Et donc, il faut savoir les retrouver. Ça ne prend pas très longtemps, d'accord? Donc, la manière de les retrouver, si vous ne savez pas comment le retrouver, vous allez être en difficulté quand je vais vous le demander à l'ordre 1 ou 2. D'accord? Okay. Mais je peux tout à fait vous demander racine de 1 plus x à l'ordre 2. Sauf que si je pose une question comme ça, je prévois du temps dans le contrôle, enfin dans le partiel, pour que vous le retrouviez par le calcul. Donc en particulier, ça veut dire que je m'attends à avoir une justification de pourquoi vous avez trouvé ça, et pas juste que vous écriviez la formule. Vous voyez la différence? Et monsieur, les 1 sur racine de 1 plus x, c'est aussi des cas particuliers de 1 plus x puissance alpha, du coup? Eh bien, à votre avis? J'imagine que oui, du coup. 1 sur racine de 1 plus x, c'est 1 plus x puissance moins 1,5. Oui, c'est ça. Donc oui. D'accord. Et donc, monsieur, Oui. si on retrouve, on trouve qu'on connaît par cœur un truc qu'on devrait retrouver et qu'on ne le retrouve pas, mais qu'on écrit la formule directement, on n'a pas tous les points? Alors, si je vous demande de retrouver un développement limité et que vous me donnez le développement limité sans expliquer comment vous l'avez retrouvé, non, c'est normal, vous n'avez pas répondu exactement à la question. Donc, par exemple, le développement limité de tangente, d'accord, c'est bien de connaître le premier terme, savoir que tangente x est équivalent à x, bon, c'est pas très compliqué à retenir ni à retrouver d'ailleurs, mais connaître le terme suivant, ça n'a aucun intérêt. Ça ne vous servira jamais ou presque. Donc, voilà. Par contre, savoir qu'on retrouve le développement limité de tangente en faisant un quotient du développement limité de sinus et de cosinus. Monsieur, ça a coupé. Hein. Ouais, mais là, il ne peut plus t'entendre, du coup. Ouais, du coup, ouais. Non, mais je voulais savoir, ok. C'est que lui, quoi. C'est pas. Ok. Bon, excusez-moi, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Monsieur, vous avez mis où sur Moodle les DL à savoir et à... Est-ce que vous m'entendez? C'est écrit sur le... Bah, il m'entend pas. C'est écrit où, du coup? C'est écrit au-dessus des documents. C'est un peu petit en vrai. Mais en vrai, en soi, il faut tous les pas dans un document, quoi. C'est écrit ligne directe. En soi, il faut tous les connaître. Bon, désolé, j'ai un ordinateur qui s'est déconnecté. Bon, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous m'entendez, monsieur? Alors, moi, je ne vous entends pas, effectivement. Excusez-moi. Voilà, donc je vous entends maintenant, je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, sur le programme, du coup, vous avez mis du chapitre 1 à 6. Du coup, il y aura forcément des exercices ou des questions sur les polynômes et les complexes. Pas en priorité. Comme je vous l'avais dit, alors il peut y avoir un polynôme qui traîne dans un exercice, il peut y avoir un nombre complexe, mais ce n'est pas ce que j'évalue en priorité parce que ça, on l'a bien évalué au CC1. Donc, il n'y aura pas un exercice spécifiquement dédié au complexe ou au polynôme. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je m'interdis de mettre des polynômes dans un énoncé ou des nombres complexes. D'accord ? Les polynômes, par exemple, vous en avez dans les développements limités. On ne va pas s'en passer. Voilà. Mais, bon, voilà, il n'y aura pas de choses spécifiques sur les complexes. Vous pouvez concentrer vos révisions, disons, sur autre chose. Mais après, voilà, faites quand même un petit tour sur les complexes pour être sûr que voilà, il n'y avait rien que vous aviez laissé passer. Mais ce n'est pas la priorité, évidemment. Pour les limites, c'est à peu près pareil, dans le sens où vous
vous allez surtout nous évaluer sur les fonctions et les nouvelles façons de trouver des limites, je veux dire, par rapport à ce qu'on avait fait sur les suites et les équivalents. Non, parce que les suites, oui, enfin les suites, vous allez avoir des suites même, hein, puisqu'on n'avait pas mis les équivalents, c'est vrai, oui. Les équivalents et les petits taux au programme, donc ça, vous aurez forcément un exercice sur les suites. Oui, ok, d'accord. Voilà. D'autant qu'en plus, maintenant, vous avez les développements limités, donc on peut aller plus loin. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur, j'ai une question par rapport au quiz sur les développements limités. Est-ce qu'il sera disponible du coup prochainement ou, Alors, je fais le max. En fait, j'ai une mauvaise surprise, à savoir qu'il y a une partie des quiz qui ont disparu dans Moodle. Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements de Moodle ces derniers temps, je pense que vous avez constaté. Voilà, donc il me manque des quiz. Donc, je suis en train de les régénérer. Bon, je n'ose pas vous promettre de date parce qu'à chaque fois que je fais ça, voilà, il se passe quelque chose, mais je fais tout mon possible pour que vous l'ayez avant le CC2. Je sais que c'est important. D'accord. Voilà, donc le CC2 étant jeudi, j'ai bon espoir que ça sera possible. C'est le quiz d'entraînement, vous voulez dire, monsieur? Non, je vous avais dit pour les DL, ça sera directement le quiz noté et vous aurez 3 essais. Voilà, vous n'aurez pas tellement d'intérêt de faire un quiz d'entraînement pour les DL. Ah, ok, d'accord. Monsieur, du coup, je vous donne 3 tentatives, ça vous permet de… Voilà. Monsieur, d'accord. Oui. Si par malheur le Moodle ne fonctionne pas pour les quiz, vous les mettrez pas, du coup. Qu'est-ce que vous entendez par Moodle fonctionne pas? Si jamais vous n'avez pas récupéré ou ça bug comme la dernière fois. Ah oui, de toute façon, non, mais bon, j'ai bon espoir. Non, ça va fonctionner, hein, vous inquiétez pas, mais c'est juste que voilà, c'est à chaque fois il se passe quelque chose. Mais Moodle est censé marcher, hein, donc je pense pas que l'université va nous dire on abandonne Moodle à un moment. Mais voilà, bon, mettons qu'il se passe effectivement quelque chose de cet ordre-là, à ce moment-là, oui, j'imagine que je trouverai une autre solution pour vous faire des quiz. Mais je suis conscient qu'à partir du moment où je t'ai dit qu'il y avait des quiz, il y aura des quiz. Je suis désolé que ça soit tellement décalé, mais croyez bien que c'est vraiment pas de ma faute parce que voilà, j'avais des quiz tout prêts et je suis reparti quasiment à zéro au début du semestre à cause du changement de Moodle. Voilà. Et du coup, monsieur, quand vous dites que vous faites votre maximum, c'est que vous essayez de le mettre dans la semaine, c'est ça, du coup? Oui, même je vais essayer, si j'arrive à le faire ce soir, je le ferai ce soir, et sinon, ça sera demain soir, je pense. Mais encore une fois, je ne peux pas vous promettre, parce que voilà, si j'ai encore des mauvaises surprises avec Moodle, peut-être ça ne va pas marcher du premier coup. C'est assez lourd, hein, parce que voilà, il faut que je les régénère, ensuite, il faut que je les importe sur Moodle, ensuite, il faut que je les vérifie. Voilà, ensuite, il faut que je fasse tous les réglages. Et là, à ce moment-là, enfin, je peux vous laisser vous amuser avec, si j'ose dire. On peut le faire après le CC2 de toute manière. Oui, de toute façon, ce qui ne changera pas, c'est que vous aurez une semaine à partir du moment où le quiz est ouvert. Hein. Ça, je ne diminuerai pas le délai. Donc, vous n'êtes pas obligé de les faire avant le CC2. Moi, je vous conseille de faire au moins un essai, mais peut-être même vos 3 essais. Comme ça, vous pouvez bien vous régler. Mais voilà. D'accord, ok. Vous aurez une semaine à partir de l'ouverture. Ça sera vrai pour tous les quiz. Minimum. Et les suites, du coup, c'est pareil, j'imagine? Les suites, en fait, j'ai mis la priorité sur les quiz et dès qu'il est mis en ligne, je termine celui sur les suites et ensuite sur les fonctions. Okay, et ensuite, voilà, il restera un sur espace vectoriel. Je ne sais pas si j'en ferai un séparé, d'ailleurs, espace vectoriel et matrice, ou si j'en ferai un commun. De même, je ne sais pas si j'en ferai un ou deux sur les fonctions. Ça va dépendre du travail qui reste à faire pour mettre à niveau les autres quiz. D'accord, ok. Merci. Mais les suites, oui, va arriver normalement rapidement si je n'ai pas d'autres mauvaises surprises. Ok, merci. Mais comme moi, hein, vous avez vu Moodle, moi, je ne pouvais plus me connecter la semaine dernière. Enfin, bon, il y a eu plein de… Oui. Voilà. Vous avez été d'ailleurs certains à me demander de vous réinscrire, mais ce n'est pas que vous étiez désinscrit, hein, c'est que Moodle ne fonctionnait plus. Ok, d'accord. Merci, monsieur. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur, j'ai une question. Oui. Par rapport au développement limité, vous demanderez juste que en 0? Non, ça peut être en un autre point. Mais il ne faut pas que ça vous affole. Hein. Voilà, si je vous demande un développement limité en 3, ben, ce n'est pas grave. Vous posez x égale 3 plus h et, d'accord. Et h tend vers 0. Donc voilà, faut pas, c'est vrai qu'on en a fait moins parce que
comme on se ramène tout de suite à un développement limité en 0, ça ne sert à rien de passer des heures à faire des développements limités au Spark en 0, puisque à la fin, on se ramène toujours à des développements limités en 0. D'accord. Donc, j'ai traité au moins un exemple en cours, je pense plus que ça, même un ou deux, et vous avez dû normalement peut-être en faire au moins un en TD, je pense. Mais voilà, après, ce n'est pas très courant, mais effectivement, ce qui peut arriver, c'est que de temps en temps, il faille reconnaître un développement limité qui n'est pas en 0. D'accord. Voilà. Mais c'est encore une fois, hein, c'est juste un petit changement de variable. Il ne faut pas vous mettre de la pression là-dessus. Il n'y a pas de difficulté, il y a juste ce petit changement de variable à faire pour se ramener en 0. D'autres questions? Oui, est-ce que vous savez que les UE fondamentales se commencent entre eux en termes de moyenne? Alors ça, je ne connais plus par cœur les MCC. Il faut aller sur le Moodle de la scolarité. Il y a le règlement des compensations et tout ça. En plus, ça évolue d'une année sur l'autre. Donc, je sais que maintenant, il y a des blocs. Mais alors, ce qui se compense, ce qui ne se compense pas entre le semestre, l'année. En fait, je le sais au moment des jurys. Et puis après, voilà, c'est pas que je l'oublie, mais c'est qu'en plus, ça change. Donc, je préfère pas vous dire des bêtises. Et que vous alliez vérifier le bon document qui est encore une fois sur le Moodle de la scolarité. J'ai vu les gens de la scolarité qui m'ont affirmé que c'était disponible pour vous. Donc, normalement, donc, si vous ne trouvez pas, vous écrivez un mail à la scolarité pour leur demander parce que ce n'est pas normal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, excusez-moi, je voulais savoir, est-ce que vous savez quand est-ce que les notes du DM7 elles seront mises en ligne? Je dirais des questions corrigées. Non, mais oui, encore une fois, je le fais en début de semaine. Donc là, oui, probablement, je ne sais pas, demain, oui, je vais voir. Je vais regarder en fait où en sont les corrections. Et dès que je vois que les corrections ont significativement avancé, je mets à jour. En général, je le fais une fois par semaine. Donc là, effectivement, ça doit faire presque une semaine. Donc ça ne va pas tarder. D'accord, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien. Je vous dis à mercredi. N'hésitez pas, même si ce n'est pas forcément la première chose que vous avez envie de faire, n'hésitez pas en tout cas à regarder un petit peu en avance le cours qu'on va faire mercredi. Au moins, faites les petits exercices là, sur lesquels on s'est arrêté. Parce que voilà, on est dans un chapitre complètement nouveau. Hein, donc, c'est bien que vous attendez. Voilà, vous ne disiez pas, bon, j'écoute le cours et puis quand il sera temps de travailler, je travaillerai. Il faut vraiment que vous arriviez à suivre le train en marche. Alors, bon, là, vous avez les TD de la semaine qui sont déjà sur ça, donc c'est très bien. Mais voilà. Il y a le CC2 jeudi, mais il y a aussi le CC3 qui va arriver en janvier. Et en fait, il ne reste plus de temps que ça. Donc, le temps que vous passez à écouter le cours en ayant compris ce qui était avant est beaucoup plus efficace que le temps si vous n'avez pas compris en fait, le début du chapitre. Hein. Donc, voilà. Faites la part des choses, mais à mon avis, c'est une bonne idée de consacrer au moins 1 heure d'ici mercredi à voilà, revenir sur le début du chapitre et à faire des petits exercices que je laisse dans le poly. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à mercredi. Au revoir. Au revoir, à mercredi. Au revoir. Au revoir.